Dans cette vidéo, je te propose de revoir tout le cours sur le produit scalaire. L'objet de cette séquence est de te rappeler et de t'expliquer les éléments les plus importants de ce chapitre. Plus précisément, on parlera des différentes façons de définir le produit scalaire avec le cosinus, avec la norme, la projection ou encore les coordonnées, et on verra les nombreuses propriétés du produit scalaire. Pour préparer un contrôle ou un examen, ceci ne suffira évidemment pas, il faudra encore faire de nombreux exercices. En tout cas, pour le cours, c'est parti. Alors, avant de définir techniquement, on va dire, le produit scalaire, puisque je l'ai dit, on va voir de nombreuses définitions du produit scalaire, on va voir qu'est-ce que c'est, à quoi il sert en fait ce produit scalaire. Eh bien, le produit scalaire, comme son nom l'indique, c'est un produit, c'est donc une opération. Alors, pas une opération avec n'importe quel élément. Les éléments sont des vecteurs. On va faire des produits de vecteurs. Une opération, donc, qu'on va définir. On va en étudier ses propriétés tout en sachant que cette opération doit respecter en même temps toutes les lois qu'on connaît sur les vecteurs. Alors, pourquoi avoir mis en place un tel outil? Eh bien, tout simplement pour effectuer du calcul vectoriel. Et on sait que le calcul vectoriel nous permet d'effectuer des démonstrations en géométrie, démontrer que deux droites sont parallèles, que deux droites sont perpendiculaires, etc. Alors, avant d'apporter la première définition du produit scalaire, on va faire un petit rappel et on va rappeler ce que c'est que la norme d'un vecteur. La norme d'un vecteur U. Et pour cela, on va avoir besoin d'un représentant du vecteur U. Alors, voilà donc un vecteur U. Et là, donc, un représentant du vecteur U, donc c'est le vecteur qui se nomme AB, puisqu'il est construit à l'aide des points A et B. Eh bien, la norme du vecteur U, que l'on note U entre des doubles barres, est tout simplement égale à la longueur AB. On dit souvent la longueur d'un vecteur. Bon, ça peut passer. La longueur d'un vecteur, ça s'appelle la norme d'un vecteur. Et on retrouve bien ici, donc, la distance qui va de A à B, qui correspond donc à la longueur de cette flèche que j'ai un tout petit peu effacée. Et arrive donc la première définition du produit scalaire. J'aurais envie de dire la définition. C'est par ça qu'on commence pour définir le produit scalaire, mais on verra qu'il y aura d'autres façons de définir le produit scalaire, 4 en tout pour ce cours. Alors, on se donne donc deux vecteurs U et V, et on appelle le produit scalaire de U par V, qui se note, on le voit ici, U.V. Le nombre réel, il faut bien entendre que un produit scalaire de deux vecteurs, c'est un nombre, un vrai nombre, 2, 4, moins 8,3, qui est défini par U scalaire V égale à 0 si jamais l'un des deux vecteurs est nul, ok, mais qui est surtout égal à la norme de U, qu'on vient de définir à l'instant, multiplié par la norme de V, multiplié par le cosinus de l'angle formé par les deux vecteurs. Alors, pour mieux comprendre cette propriété, et cette définition plutôt, il est pas mal de la voir justement avec des vecteurs U et V qui sont représentés à l'aide de points. Voici la situation. Alors, j'ai donc mon vecteur U qui est représenté ici par le vecteur AB et le vecteur V qui est représenté par le vecteur AC. Du coup, si je fais U scalaire V, eh bien, c'est comme si je faisais AB, puisque U est égal à AB, scalaire AC. Et là, maintenant, je vais appliquer la définition telle qu'elle nous est donnée, mais cette fois-ci avec les vecteurs AB et AC. Ce qui donne norme de AB, multiplié par la norme de AC, multiplié par le cosinus formé par les vecteurs AB et AC. Du coup, ça serait cet angle-là, c'est-à-dire l'angle BAC. Mais comme la norme de AB, c'est la longueur AB, je peux écrire ici AB, et là de même, je peux écrire AC. Et là, ça commence à être beaucoup plus lisible, parce que AB et AC, on comprend bien que ce sont des longueurs, ce sont des nombres, ça pourrait être 4 et ici 6. Je ferai donc 4 fois 6. Et cosinus de BAC, c'est donc cosinus de l'angle BAC. Admettons que cet angle
mesure 60 degrés, eh bien le cosinus de 60 degrés serait égal à 0,5. Donc je multiplierai par 0,5. On aurait là donc véritablement un calcul. La longueur de AB, on a dit 4, fois la longueur de AB, on a dit 6, fois 0,5. On trouverait un nombre, et comme je l'ai dit juste avant, le produit scalaire de deux vecteurs, c'est bien un nombre réel. Alors arrivent maintenant quelques propriétés du produit scalaire. Ce sont des propriétés, on va le voir, qui finalement sont assez naturelles, qui correspondent aux propriétés qu'on connaît habituellement dans les calculs sur les nombres réels et qui vont nous servir à faire des calculs vectoriels, comme je l'ai dit avant. La première propriété, c'est la propriété de symétrie, qui nous dit que finalement, faire le produit scalaire dans un sens ou dans l'autre, ça nous renvoie le même nombre. U scalaire V est égal à V scalaire U. La deuxième propriété, ou plutôt les deuxièmes propriétés, sont donc les propriétés de bilinéarité. On le voit ici donc pour la première, U scalaire V plus W est égal à U scalaire V plus U scalaire W. Ça nous rappelle quelque chose. Ça nous rappelle la formule de distributivité. Je l'ai dit, eh bien oui, on retrouve des propriétés qui fonctionnent sur les réels pour les vecteurs, donc dans le cadre du produit scalaire. Et ensuite, U scalaire K fois V, eh bien c'est pareil que K fois U scalaire V. Donc en gros, le K, le réel K, on peut l'associer au U, c'est pas marqué, mais bon, c'est dans la continuité, puisque il y a symétrie. On peut l'associer au V ou on peut le mettre devant, comme ça nous arrange. Et ensuite, alors quelque chose de formidablement connu, quand on regarde ces trois formules, on a l'impression déjà de les connaître depuis longtemps. Et oui, ce sont les identités remarquables. Les identités remarquables fonctionnent également sur les calculs vectoriels et donc à l'aide du produit scalaire. Quand je fais U plus V le tout au carré, ça me donne U carré, tout derrière V carré et le terme du milieu, 2 fois U fois V. Mais U fois V, ça se lit U scalaire V, on trouve notre produit scalaire. Je ne lis pas les autres, ce sont les mêmes identités remarquables que tu connais sur les réels. Alors arrive ensuite, tout doucement, la deuxième définition du produit scalaire. Mais avant elle, il y a deux propriétés qui sont liées et qui sont conséquences des identités remarquables qu'on a vues juste avant. Je te laisse les démontrer. Tu verras très facilement par des manipulations algébriques en termes d'équations, tu vas retomber donc sur les identités remarquables ou dans l'autre sens, en partant des identités remarquables, tu tomberas plutôt là-dessus. En tout cas, on nous dit que le produit scalaire U scalaire V est égal à 1/2 facteur de norme de U au carré plus norme de V au carré moins norme de U moins V au carré. Et on a une deuxième qui nous dit que U scalaire V est égal à 1/2 de norme de U plus V au carré moins norme de U au carré moins norme de V au carré. Conséquence de tout ça, la propriété qui suit, et c'est celle-ci qui nous intéresse. AB scalaire AC égale à 1/2 de AB au carré plus AC au carré moins BC au carré. Alors, si on y regarde d'un peu plus près, on retrouve en réalité la première propriété qui nous était donnée sur les normes avec U et V. C'est exactement la même chose, seulement on remplace vecteur U par vecteur AB et vecteur V par vecteur AC. Du coup, quand on va faire U moins V dans la fin de la formule, eh bien ça va nous renvoyer vecteur BC et donc ça va nous faire du norme de vecteur BC au carré, c'est-à-dire BC au carré. Cette propriété-là sert souvent. Pour bien la comprendre et voir tout son intérêt, il suffit juste de dessiner un petit triangle. Alors, regarde comme elle est simple à retenir, cette propriété. Elle nous dit que AB scalaire AC est égal à 1/2 de quelque chose. Dans ce quelque chose, je vais retrouver les trois côtés de mon triangle qui interviennent, tout seul, tout simplement. AB et AC, déjà. AB et AC. AB carré plus AC carré. Donc, les longueurs AB et AC au carré. Et qu'est-ce que j'enlève? Eh bien, j'enlève la troisième, le troisième côté, moins BC carré. Et c'est tout. Et quand est-ce qu'on aura besoin d'utiliser cette formule? Eh bien, tout simplement, quand on connaîtra les longueurs des côtés de notre triangle. Là, du coup, je peux calculer le produit scalaire
AB scalaire AC. Différence avec la propriété précédente, c'est que dans la propriété précédente, il fallait connaître l'angle. On se souvient, j'avais donné pour l'exemple un angle de 60 degrés. Alors ici, j'ai aucune information sur les côtés de mon sur les angles de mon triangle, mais j'aurai par exemple des informations sur ses côtés. Admettons que ça fasse 6, ça 5 et ça 4. Eh bien, on voit tout à fait comment calculer. 1 demi de 6 au carré plus 5 au carré moins 4 au carré. On fait le calcul et on a le produit scalaire. Et arrive le théorème d'Al-Kashi. Alors c'est un théorème qui est très connu, mais pas trop des étudiants ou des élèves. Tout simplement parce qu'il y a un autre théorème beaucoup plus célèbre qui lui fait de l'ombre, c'est le théorème de Pythagore. Il se trouve que le théorème de Pythagore, c'est un cas particulier du théorème d'Al-Kashi. Le théorème d'Al-Kashi est beaucoup plus large. On le voit d'ailleurs par la condition qui est donnée dans un triangle ABC. C'est donc un triangle quelconque, alors que Pythagore impose un triangle rectangle. Du coup, on a une formule qui est un peu plus longue, mais on reconnaît quand même, pour le début, le théorème de Pythagore. Eh bien, dans un triangle quelconque ABC, si on connaît la longueur des côtés et un angle, disons l'angle A, on peut écrire que A au carré est égal à B au carré plus C au carré, Pythagore, moins 2BC cos A, dans le cas d'Al-Kashi. Alors, pourquoi Pythagore, c'est un cas particulier d'Al-Kashi? Parce que si on admet qu'on a un angle droit en A, du coup, on aura un cos de 90 degrés, ou pi sur 2, qui est égal à 0, et ce qui fait que le terme de la fin disparaît. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste A au carré égale B au carré plus C au carré. Donc, dans le cas où on a un angle droit, eh bien, on retrouve bien notre théorème de Pythagore. L'avantage de celui-ci, je le répète, c'est qu'il est valable pour n'importe quel triangle, pas seulement rectangle. Et arrive une propriété qu'on adore tous, qui nous dit que dès qu'on a deux vecteurs U et V qui sont orthogonaux, eh bien leur produit scalaire est nul, égal à 0. Alors attention, je n'ai pas dit que c'est le vecteur nul, c'est le nombre 0, c'est égal à 0. On rappelle qu'un produit scalaire est nul. Alors pourquoi on l'aime tous? Parce que très souvent, lorsqu'on fait des calculs vectoriels, eh bien il y a un produit scalaire de deux vecteurs orthogonaux qui apparaît et on est bien content de s'en débarrasser parce que ça simplifie les calculs. Alors on peut l'expliquer assez facilement. On rappelle la formule avec le cosinus qui nous dit que justement dans le calcul du produit scalaire, on a effectué le cosinus de UV. Mais si U et V sont orthogonaux, eh bien là, qu'est-ce qui se passe? On va certainement avoir à calculer soit le cosinus de pi sur 2, soit le cosinus de moins pi sur 2. Mais que ça soit l'un ou l'autre, donc que ça soit dans un sens ou dans l'autre, le cosinus d'un angle droit est égal à 0. Du coup, comme c'est un produit, eh bien l'ensemble sera égal à 0. Voilà qui explique que dès qu'on a deux vecteurs orthogonaux, leur produit scalaire est nul. Et arrive maintenant la troisième définition du produit scalaire, qui est également une propriété, mais on l'a dit, toutes ces propriétés nous servent à définir le produit scalaire. Mais avant ça, on va avoir besoin de définir un terme mathématique qui est le projeté orthogonal. On appelle projeté orthogonal du point M sur la droite D. Bien, projeté, on sent bien qu'on projette, donc on va aller sur D. Et de quelle façon? Orthogonalement. Eh bien, c'est tout simplement le point d'intersection entre la perpendiculaire à la droite D passant par M et la droite D elle-même. Donc on est amené à tracer cette perpendiculaire. Voilà. Et le point d'intersection, qu'on peut nommer H, eh bien c'est lui le projeté orthogonal de M sur la droite D. Sachant ça, on va pouvoir définir notre produit scalaire. Alors, on se donne deux vecteurs U et V dont on voudrait calculer le produit scalaire. Et pour mieux voir, pour mieux visualiser, comme tout à l'heure, on va travailler avec des représentants. Donc, le vecteur U est égal au vecteur OA et le vecteur V est égal au vecteur OB. Et on voudrait donc calculer le produit scalaire U scalaire V. Alors, comme U est égal à OA, je remplace en écrivant vecteur OA. Scalaire, et pareil pour V que je remplace par vecteur OB. Alors, l'astuce est la suivante. Je vais le dire de façon pas très rigoureuse mathématiquement, mais on comprend. L'idée est de projeter un vecteur sur l'autre. Comment? En prenant l'extrémité d'un vecteur
et en projetant orthogonalement sur l'autre, avec la projection orthogonale qu'on a vue tout à l'heure. Géométriquement, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire la projection du point B sur la droite OA. Mais on pourrait également faire la projection du point A sur la droite OB. Du coup, on obtiendrait une autre formule, mais ça marcherait aussi. Donc en fait, ça va un peu dépendre du contexte. Suivant le contexte dans ton exercice, tu regardes qu'est-ce qu'il vaut mieux faire, projeter B sur OA ou projeter A sur OB. Ça, c'est à voir. Du coup, ça nous donne un point qu'on va nommer H. Ce point H est donc le projeté orthogonal de B sur OA. Eh bien, la propriété nous dit que OA scalaire OB, OA scalaire OB, c'est égal à OA scalaire, attention, OH. Et ça peut paraître anodin, ce passage-là, mais ça ne l'est pas du tout. Parce qu'en ramenant le produit scalaire à deux vecteurs qui sont collinéaires, on le voit bien ici, on a les points O, H et A qui sont alignés, on va pouvoir retourner très rapidement par un jeu de proportions aux normes. Et donc, si on retourne aux normes, on va pouvoir trouver les valeurs, la valeur réelle de ce calcul, de ce produit scalaire. Alors là, évidemment, et d'ailleurs comme pour les autres définitions, il va falloir s'entraîner et faire des exercices. Ça, c'est juste le cours. Je ne donne pas d'exemple plus détaillé. Surtout, la difficulté, je fais une courte parenthèse, la difficulté, ça peut être de savoir laquelle des définitions du produit scalaire correspond à l'exercice que je suis en train de traiter. Ce n'est pas toujours évident, surtout qu'arrive la quatrième définition tout de suite. Mais je te rassure, j'ai voulu t'effrayer un tout petit peu inutilement parce que la quatrième définition du produit scalaire, c'est la plus sympathique et en plus, on ne peut pas se tromper avec les autres car elle se trouve dans un autre environnement, dans un tout autre contexte. Là, jusque-là, on était en géométrie vectorielle où on travaillait véritablement avec des vecteurs. Que là, on va passer, alors on va bien sûr avoir des vecteurs, mais en tout cas, on va passer en géométrie analytique. On va travailler dans un repère. Donc, jusque-là, il n'y avait pas de repère. Là, maintenant, débarque un repère. On nous dit, le plan est muni d'un repère orthonormé OIJ. Il faut qu'il soit orthonormé, sinon il y a problème avec le produit scalaire qui est défini à l'aide d'un angle. Eh bien, elle est très simple, cette propriété. Si tu connais les coordonnées de tes deux vecteurs, eh bien, par un calcul élémentaire, tu as le produit scalaire. Si x et y sont les coordonnées du vecteur u, si x' et y' sont les coordonnées du vecteur v, eh bien le produit scalaire u scalaire v est égal à x plus y y'. Là, on se permet un petit exemple parce que c'est rapide. Voilà, U a pour coordonnées 2, 3, V moins 1, 5. Lorsqu'on travaille avec le produit scalaire, il faut bien les écrire en colonne. C'est beaucoup plus simple, tu vas tout de suite comprendre. Si je fais U scalaire V, eh bien je fais XX', c'est-à-dire les abscisses ensemble. Donc 2 fois moins 1, c'est pour ça qu'il faut les avoir en colonne. 2 multiplié par moins 1, plus YY', les ordonnées ensemble, 3 fois 5. Bon, il n'y a plus qu'à calculer. 2 fois moins 1, ça fait moins 2. 3 fois 5, 15. Moins 2 plus 15, 13. Et voilà, on voit à quel point cette propriété est simple à appliquer. Et ça tombe bien parce que comme ça, on finit sur quelque chose de sympathique car cette séquence est terminée.